Derek, assis à côté du cardiomoniteur de Styles, sur son lit, lui tenant la main, espérant fortement pouvoir renforcer son niveau de tension, aspirant toute sa douleur, essayant de pouvoir renforcer son niveau de tension, lui tenant la main, appuyant sa tête contre sa main, lui tenant la main, aspirant toute sa douleur par ses veines, se servant de son pouvoir pour aspirer sa douleur, lui tenant la main, à côté de son lit, à côté du cardiomoniteur, qui faisait un bruit interminable dans lequel on pouvait entendre les battements de son cœur. Il l'écoutait encore et encore, espérant fortement qu'il sortirait un jour de ce coma. Cependant, les médecins ne savaient pas quoi faire d'autre. Le cardiomoniteur, lui, ne cessait de faire ce bruit atroce que Derek redoutait qu'un jour il ne s'arrêterait jamais. Ce bruit qui ne s'arrêtait jamais, Derek continuait à l'entendre continuellement. Les médecins qui venaient poser leurs pronostics, déposer leur diagnostic, déposer des systèmes afin de comprendre pourquoi il ne se réveille pas, déposer des diagnostics et encore des systèmes qui permettront de le réveiller. Ce battement incessant qui surgissait à côté de lui était énervant et encore pire que la mort. Encore pire que la mort, ce battement qui était à côté de lui, ce battement de cœur par un cardiomètre, un cardiomoniteur, était juste à côté de Styles, à côté de son lit par lesquels des perfusions étaient dans ses bras. Endormi, il ne se réveillait pas. Derek aspirait sa douleur par ses bras, par ses veines qui devenaient noires. Il s'appuyait contre sa main, contre la paume de sa main. Il s'appuyait, il posait sa tête contre lui, essayant qu'un jour il puisse se réveiller. Il aspirait sa douleur, il continuait encore perpétuellement à aspirer sa douleur. Il perpétuait à aspirer sa douleur, continuait à pouvoir aspirer sa douleur encore et encore. Il se fichait qu'un jour il ne puisse plus devenir un loup, ayant aspiré trop de douleur ou trop de mal-être par rapport à Styles. C'était Styles. Il voulait qu'il guérisse et qu'il se réveille, mais ce bruit continuait perpétuellement à le hanter. Ce bruit continuait à l'hanter, jusqu'au jour où un soir, Lydia est apparue. Elle est apparue à la porte, et ce soir-là, le bruit s'est arrêté, le cardiomoniteur s'est arrêté. Ils ont alors appelé les médecins qui ont déposé une diagnostic et qui ont dit c'est sûrement un arrêt de coma. Il s'est arrêté d'être dans le coma pendant quelques minutes, mais vous inquiétez pas, ça va sûrement reprendre dans quelques minutes. C'est alors que Lydia est apparue et à ce moment-là, Derek comprit que Lydia avait une importance particulière par rapport au coma dans lequel a sombré Styles. Elle avait une importance particulière par rapport à son coma. Elle pourrait peut-être retrouver l'endroit dans lequel elle se trouve. L'endroit dans lequel il se trouve, l'endroit dans lequel elle se trouve, la chambre de Styles, elle pourrait peut-être trouver un moyen de comment le réveiller, elle pourrait peut-être trouver un moyen de comment faire, et c'est alors qu'elle prit la main de Styles, la main par laquelle Derek aspirait toute la douleur, elle prit la main de Styles, et à travers la douleur que Derek aspirait et à travers la main de Styles qui est alors bougé son bras, le bras de Lydia qui est apparu sur la poitrine de Styles lorsqu'il a bougé son bras. Son bras est apparu sur sa poitrine et c'est alors qu'elle a senti une présence. Elle a senti une présence en lui, un endroit, un lieu et un moyen d'aller le libérer. Elle a senti un moyen, un lieu et quelque chose qui pourrait être utile et qui pourrait peut-être nous aider à le libérer. Et c'est alors qu'elle sentit ces choses sur son pectoral, et c'est alors qu'elle sentit ces choses sur son pectoral, sur son sternum, sur ses côtes, partout dans son corps, elle sentit cette chose qui pouvait les aider à le libérer, cet endroit dans lequel il était emprisonné, et c'est alors qu'elle vit à travers ses yeux, et qu'elle comprit qu'en fait il était enfermé à la forêt de Aokigahara, au Japon, Jokai, la forêt des suicides. Et c'est alors qu'elle partit en courant lorsqu'ils se réveillèrent en sursaut. Ils se réveillèrent en sursaut, bondit de son lit, les yeux toujours fermés, son pectoral alors se gonfla d'air, et il expira et inspira fortement. Il cria de toutes ses forces. Lydia en fit de même, et cassa alors la vitre du cardiomètre. Le cardiomètre cassa alors les vitres de l'hôpital. Le cri de Lydia cassa les vitres de l'hôpital, cassa les vitres du cardiomètre, mais le bruit continuait incessamment.
Et c'est alors que le vide, le calme, le silence après continuait. Derek, lui par terre, qui se relevait lentement de tout ce qui avait pu exploser lorsque Lydia a crié, se réveilla, et c'est alors qu'il se réveilla et souleva une table, une chaise. Et lorsqu'il souleva une table et une chaise, il revint vers le cardiomètre, éteigna le cardiomètre, et dit alors: on va sauver Styles à notre manière, viens, dis-moi ce que t'as vu. Et c'est alors qu'il courut dans les couloirs, il prit Lydia par la main, courut dans les couloirs, ils arrivèrent dans les couloirs. Lydia, apeurée, renfermée sur elle-même, tenant ses deux jambes les unes contre les autres, lui dit alors ce qu'elle a vu. J'ai vu la forêt d'Aokigahara, au Japon. J'ai vu Jukai, la forêt de suicide, quand j'ai été aux toilettes et que t'es arrivé. Quand je suis arrivé et que t'es arrivé, j'ai été aux toilettes et j'ai vu que sur le miroir il était écrit Jukai. Je sais pas qui a écrit ça, mais tout ce que je peux te dire c'est que Styles c'est bien là-bas. Il a été enfermé là-bas, je sais pas comment, je sais pas par quoi, je sais pas par qui il a été enfermé là-bas, ni comment, je sais pas pourquoi il se réveille pas, mais il faut qu'on aille là-bas. Lorsqu'ils prirent l'avion tous les deux, ils sont alors arrivés dans les classes d'un avion, un avion peu commun dans lequel il n'y avait presque pas de siège, un avion de l'armée dans lequel ils sont arrivés. Cet avion de l'armée alors décolla de plein fouet, et c'est alors qu'une fois arrivé dans les ailes, quelques perturbations fit trembler l'appareil, et c'est alors que l'avion trembla un peu. L'avion trembla un peu, suffisamment pour faire assez peur à Lydia. C'est alors que Lydia se rendit compte qu'ils survolaient déjà la forêt d'Aokigahara, ils étaient déjà arrivés au Japon depuis longtemps. Et c'est alors que Lydia prit peur et eut des visions de certaines choses, entendu des bruits et vu des choses. Elle savait que quelque chose allait se produire de son plein gré. Elle savait que de son plein gré quelque chose allait se produire, mais qu'elle n'allait plus le contrôler. Elle savait que quelque chose allait se passer, quelque chose allait disparaître, quelque chose allait se produire. Une fois arrivés dans la forêt d'Aokigahara, ils marchaient à travers les sentiers qui n'en terminaient pas. Ils prenèrent alors un autre sentier, contournèrent les arbres, contournèrent les branches et arrivèrent devant une relique qui disait: trouvez le démon, trouvez le réceptacle, trouvez la forêt, trouvez le combat, trouvez la victime. Et c'est alors qu'ils réfléchissent pendant un instant. Lorsque Derek réfléchit, il réfléchissait un instant, et tout autour d'eux, il y avait des cris, des hurlements, des murmures, des voix, comme s'il y avait des gens autour d'eux qui étaient restés et qui étaient emprisonnés dans cette forêt. La forêt était sombre mais pourtant éclairée par la lune. À l'intérieur de la forêt, cachée par les feuilles des arbres, on aurait dit une nuit perpétuelle qui ne s'en finissait pas. Le temps se déroulait autrement, c'est pour ça qu'on appelait sûrement cet endroit la forêt des suicides. Mais à travers les feuilles de la forêt, on ne pouvait voir aucune lumière réfléchir ou avoir une réfraction de la lumière à travers les feuilles. On ne pouvait voir aucune lumière se réfléchir à travers les feuilles et traverser l'obscurité qui enfermait le feuillage des arbres. On ne pouvait voir aucune lumière à travers ça. En dessous, c'était le néant, c'était noir, c'était sombre, c'était le néant, c'était l'obscurité. Rien que l'obscurité, ce n'était pas comme à la forêt de Soho, là où ils habitaient, là où on pouvait voir à travers les feuilles se refléter la lumière de la lune. Ici, à Aokigahara, c'était l'obscurité. C'était un endroit où on trouvait la mort, où on trouvait la paix pour certains. Certains voulaient trouver la paix, mais certains en trouvaient la mort. C'était un sort bien pire que la mort de devoir chercher quelqu'un qu'on aime dans cet endroit pareil. Des sons que l'on n'aime pas, des sons que l'on renie, des sons qu'on a essayé d'oublier toute notre vie nous hantaient, comme ce son que Derek redoutait de pouvoir entendre une nouvelle fois, qui est venu le hanter encore et encore. Ce son qui est venu le hanter encore et encore, il apparaissait tout le temps. Tout le temps il apparaissait ce son, le même son du cardiomètre qui était à l'hôpital. Il résonnait dans sa tête encore et encore, comme s'il était toujours à l'hôpital. Ce même son résonnait encore dans sa tête, encore et encore. Mais heureusement, Lydia était là pour le maintenir sur le droit chemin, lui faire en sorte de ne pas quitter cet endroit, de ne pas se donner la mort, de ne pas faire en sorte de quitter cet endroit de quelque façon que ce soit. Lydia, elle entendait des voix, mais tandis que Derek était tenté par ce son, cet ancien son qu'il entendait à l'hôpital, lorsqu'il était tenté par ce son, Lydia le maintenait sur le droit chemin pour ne pas aller autre part. Lydia, elle, pendant ce temps, courait devant lui, lui tenant le bras
Derek qui lui s'était transformé en loup à côté de Lydia qui elle courait de plein fouet à travers la forêt, essayant d'éviter les branches et les arbres, de ne pas trébucher sur les sentiers et de courir de plus en plus vite. Ils arrivèrent alors tous les deux devant une relique qui avait dit trouver le démon, trouver la forêt, trouver le combat, trouver la victime. C'est alors que Derek réfléchit à cette énigme pendant très longtemps. Ils marchèrent à deux à travers la forêt, et c'est alors que Lydia, elle entendit des voix. Elle entendit des voix à travers la forêt, des voix, des murmures, comme toutes les personnes qui ont été emprisonnées par leurs cauchemars dans ces forêts. Toutes les personnes qui ont été emprisonnées par leurs cauchemars dans cette propre forêt, elle les entendait, les murmures, les voix, les cris, les gens qui parlaient et qui lui murmuraient à l'oreille de sortir de là, de ne pas rester là, de ne pas faire comme eux, de ne pas essayer de trouver le calme ou la paix, car ici on n'en trouve que la mort et l'obscurité. C'est alors que Lydia les entendait tous hurler. Elle ne comprenait pas réellement les mots, mais les mots avaient un sens qu'elle ne comprenait pas, mais cependant, elle comprenait certaines choses, mais d'autres non. Elle les entendait encore et encore crier son nom et crier de partir. Ses voix, ses respirations résonnaient à travers sa tête. C'était comme des respirations, des choses qui lui disaient de s'enfuir. Toutes ces voix leur disaient à eux deux de s'enfuir, leur disaient comment ils sont morts, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, ce qui les a hantés. Pendant des années, ils ont tourné à travers les sentiers. Ce sentier est un perpétuel recommencement. Il leur disait de partir et de ne pas revenir, de ne pas essayer de trouver leur ami, car ces voix résonnaient encore et encore à travers la tête de Lydia et à travers la tête de Derek. Dans leurs pensées, il n'y avait que ces voix, ces raisonnements, ces murmures. Lorsque les voix se sont arrêtées à travers la nuit, elle a compris que c'était des voix perturbées et qui ne savaient pas réellement ce qu'elles disaient. C'est pour ça qu'elle ne comprenait pas les mots, ni même le sens des phrases, ni même ce que voulaient dire les esprits qui les entouraient. C'est alors qu'ils trouvèrent une relique sur laquelle il était écrit la même chose. Et c'est alors que Lydia comprit alors, en mettant sa main sur la relique, elle comprit le sens des mots. Trouver le démon, trouver le combat, combattre le démon, trouver la forêt, combattre le démon dans la forêt, trouver la victime, et ça c'était Styles. Il fallait trouver Styles, combattre le démon dans la forêt, trouver la victime et la libérer. Une fois que cela sera fait, ils trouvèrent alors le démon. Ils trouvèrent le démon qui était en dessous de la victime. En dessous de la victime, il y avait le démon, car la victime était prise d'assaut par le démon. La victime qui était Styles, et en dessous de la relique, ils trouvèrent un passage dans lequel ils allaient, et ils rentrèrent dans ce passage, détruisèrent la relique derrière eux, et c'est alors que le passage s'obscurcissait de plus en plus lorsqu'ils avançaient. Le passage s'obscurcissait de plus en plus lorsqu'ils avançaient. Ils savaient qu'ils étaient sur le droit chemin, sur le fait de pouvoir enfin trouver Styles. Ils savaient qu'ils allaient trouver Styles. Lorsqu'ils le trouvèrent, il était enchaîné et accroché par des ronces, des roses blanches, les mêmes roses qu'elle avait vues dans sa vision lorsqu'elle avait vu les croque-morts à la tête par terre. Lorsqu'elle avait vu les croque-morts, la tête vers le bas, regarder Styles par terre dans son lit qui était en train de dormir, il était attaché par des ronces, par des racines, par des branches d'arbres, qu'il enchaînait au mur, qu'il enchaînait à un mur de briques abandonné, une ruine à l'intérieur de la forêt par laquelle il était enchaîné à des ronces, à des roses qui lui recouvraient la poitrine, les mêmes roses qui, lorsque les pétales tombèrent, elles devenaient noires. Ces voix qui réfléchissaient tout autour de lui, il était presque devenu fou, il ne savait plus quoi faire, mais lorsque Derek trancha les ronces, trancha les roses et enleva alors tout ce qui pouvait l'enchaîner à ce mur avec ses griffes, il reprit ses esprits, il retrouva alors ses esprits assez vite, mais entendirent toujours les voix. Eux trois devinrent alors trouver un moyen de sortir de la forêt. Ils entendirent les voix à nouveau, encore et encore, hurler à travers toute la forêt. Encore ils entendirent les voix. Les mêmes voix qui hurlaient à travers la tête de Lydia, de Derek et de Styles. Ces voix perturbées qui disaient tout et n'importe quoi pour pouvoir les sortir de là. Pouvoir les aider ou pouvoir faire en sorte qu'ils fassent la même chose.
C'est alors qu'ils coururent à travers la forêt, à travers ses voies, et ils en sortirent indemnes. Ils en sortirent indemnes à travers la forêt. Ils sortirent par le sentier, le même sentier par lequel ils étaient rentrés. Ils arrivèrent et il vit une femme. Il vit une femme qui était au loin, mais qui ne bougeait pas à travers la brume. C'est alors qu'il regardait cette femme. La femme est alors partie dans la brume. Et ils ne l'ont plus revue lorsqu'ils sont sortis de la forêt. Une fois arrivés le soir chez eux à Soro, plus tard, quelques jours plus tard, ils sont arrivés à Soro, les lumières qui illuminaient la nuit, la pleine lune qui avait repris sa place, et c'est alors que Derek et Styles se prirent alors par les bras, par les côtes, se regardèrent dans les yeux, se prirent alors côte à côte, dans le lit, se regardèrent dans les yeux avec leurs yeux rouges d'alpha qui prouvaient leur amour, se regardaient l'un en face de l'autre. Et c'est alors que les voix avaient disparu. Les voix avaient disparu pour de bon. Certaines traces avaient laissé des traces autant mentales que perturbantes pendant la nuit. Certains cauchemars étaient restés, les voix étaient restées à travers eux, mais ceux-là, ils savaient en faire face tous les deux. Ils savaient en faire face tous les deux. Lorsqu'ils se regardèrent comme ça et qu'ils prouvèrent leur amour avec leur regard d'alpha, leurs yeux rouges, la jeune louve savait qu'ils allaient faire face à tout ça à deux. Elle savait qu'ils allaient détruire tout ça. Ava, la jeune louve, ce soir-là, s'était endormie entre eux deux, qui étaient cette fois sous leur forme humaine. Sous leur forme humaine, ils s'endormirent tous les deux en se regardant avec leurs yeux d'alpha, leurs yeux rouges. La jeune louve trouvait ça plutôt bizarre de ne plus s'endormir entre un pelage noir et un pelage blanc, mais de s'endormir entre deux grandes personnes qui s'aimaient. Elle trouvait ça plutôt bizarre, mais cependant la jeune louve a alors elle-même pris sa forme humaine, et c'est alors ce soir-là qu'ils se sont tous les trois endormis dans leur lit, sous leur forme humaine, et qu'ils regardèrent tous les trois la lune, avec leurs deux regards d'alpha et leur regard d'oméga. Le jeune regard d'oméga, avec ses yeux jaunes brillants, dorés, et les deux regards d'alpha rouges, d'un rouge intense et brûlant, brûlant comme leur amour. Et c'est alors que ce soir-là, ils regardèrent tous les trois la lune et s'endormirent tous les trois dans le lit. Ce soir-là, Soro s'est endormi avec eux, et les lumières et les luminaires ont éclairé la nuit. Durant tout un instant, un bref instant, tous les luminaires ont éclairé la nuit, mais c'est alors que le matin, la lune de cristal vint à faire son apparition. La lune de cristal qui avait prouvé qu'il y avait bien eu blasphémation au paradis, la lune de cristal qui avait ébloui toute la ville pendant un bref instant. C'était aussi court qu'une éclipse, mais cependant ça avait bien éclairé toute la ville entièrement. La ville entièrement avait été éclairée par la lune de cristal. Ce soir-là, il s'avère que tout était revenu à la normale. La lune de cristal prouvait le fait que tout était revenu à la normale. La lune de cristal avait tout prouvé. Tout était revenu à la normale. Le jardin d'ébène avait disparu, chaque totem avait été détruit, chaque porte avait été ouverte et refermée, chaque énigme avait été récitée, dit et trouvée, et Malia, Corey, Liam, Mason et tous les autres ont retrouvé leur place dans leur ville natale. Tous les autres ont retrouvé leur place dans leur ville natale, chez eux, sont revenus chez eux, leurs parents ont réapparu, tout le monde a réapparu, et ce soir-là, ils se sont alors tous endormis chez eux, tandis que Styles et Derek se sont endormis face à face avec leurs yeux d'alpha rouge qui prouvaient leur union et leur amour. Ce soir-là, la jeune louve s'est endormie en regardant ses parents et en regardant les deux yeux de ses parents. Elle a alors souri pendant un bref instant et s'est endormie entre ses deux parents dans leur lit. À Soho, dans leur appartement entièrement vitré au 2e étage, la nuit a alors pris l'entièreté du 2e étage, ce qui a alors plongé la maison dans une surface sombre et obscure. La nuit a alors pris le 1er étage dans une nuit obscure et sombre. Le 1er étage était pris en otage par une nuit sombre et obscure. Soho, qui était pourtant illuminé de l'extérieur dans les rues, avait pris en otage le 2e étage de la maison. Le duplex de la maison dans lequel habitaient Styles et Derek était maintenant dans l'obscurité et dans le noir complet. Ils s'étaient endormis en se regardant dans les yeux, et la jeune louve avait fermé les yeux en souriant. Ce soir-là, ils savaient que c'était la fin et que tout redeviendrait à la normale. Tout redeviendrait à la normale ce soir-là, ils le savaient bien. Les voix avaient disparu, et cependant tout le monde était revenu chez eux, indemne et sain et sauf.